Bon, donc, comme je l'ai dit, la suite du cours, c'est la suite et la fin, c'est sur la notion de coniveau. Donc, au départ, la notion est totalement formelle. On va prendre L, donc mettons H, une structure de Hodge. Alors, c'est mieux de dire sous la forme H. HPQ. H, c'est juste le Q espace vectoriel et les HPQ, c'est les espaces qui interviennent dans la décomposition de Hodge. Mettons de poids K. Et effective. Alors, effective, ça veut dire qu'on va avoir un indissage seulement par des PQ positifs ou nuls. Donc, HPQ égale 0 pour P inférieur à 0 ou Q inférieur à 0. Et, donc, la décomposition de Hodge va avoir du coup cette allure. Et ce que va mesurer le coniveau, c'est la longueur effective de cette décomposition. Donc, le coniveau de H est égal à C si la vraie décomposition de Hodge que j'ai là prend la forme à cette allure-là. Alors bien sûr, il faut que K-C ce soit supérieur ou égal à C, donc K supérieur ou égal à 2C. Et bien sûr, on demande que H, K-C, C soit différent de 0. Alors, donc, ce que mesure ce coniveau, c'est bien le nombre de termes qui manquent dans la décomposition de Hodge de H. Donc, une autre manière de dire, ça consiste à introduire H de C. Bon, ça c'est ce qu'on appelle le twist à la tête. Torsion. Donc c'est la structure de Hodge qui est déduite maintenant, qui va être de poids K-2C, qui consiste à avoir la même décomposition de Hodge que celle de H, mais décalée en degrés. Donc H de C PQ, c'est H, P plus C, Q plus C. Donc c'est pour ça que c'était les deux poids K-2C. Alors, on peut toujours faire cette opération, mais une manière de dire que le coniveau de H est supérieur ou égal à C, c'est exactement de dire que la structure de Hodge H de C est effective. C'est-à-dire que cette opération, on peut toujours la faire, mais en général, ce qui va se passer, c'est qu'on va introduire des HPQ non nuls avec des PQ négatifs. Mais lorsqu'on a cette annulation, eh ben, on a le droit. Alors en fait, à quoi va ressembler notre H de C? C'est très simple. Ici, ça sera donc H de C, K-2C, 0. H de C, 0, K-2C. Voilà, le H de C consiste à faire décroître tous les bidegrés et je peux rester effectif en faisant cette opération seulement s'il me manque les termes de début. Voilà. Donc c'est ça la notion de coniveau et comme vous voyez jusqu'ici, il n'y a rien que de très formel. Mais il y a un énoncé qui est absolument fondamental, ce qui est un vrai énoncé, pas une conjecture, qui est le point de départ de la conjecture de Hodge généralisée, qui relie le coniveau, c'est ce qu'on appelle le coniveau de Hodge, hein, à la codimension.
Oui, alors je veux encore un petit peu de terminologie. Vous voyez, la notion de coniveau, peut-être pas très, elle va être intéressante géométriquement dans ce contexte, mais on peut dire que peut-être la notion plus importante, c'est la notion de niveau. Le niveau, c'est le nombre k-2c, et c'est une sorte de poids réel de ma structure de Hodge, qui, bon, elle avait un poids k, mais c'était un peu artificiel, puisqu'il y avait des tas de termes manquants ici, et donc le poids naturel, c'est plutôt k-2c. Donc c'est à ce moment-là, on parle plutôt de niveau de Hodge. Alors, que dit cet énoncé? Théorème. Alors, à qui l'a trouvé exactement? C'est un peu compliqué de refaire l'histoire. Bon, je pense que c'est probablement quelque part dans l'esprit de Grothendieck, de Ligne. Mais bon, je ne sais pas si c'est vraiment écrit de cette manière sous leur plume. Donc, soit X, une variété projective lisse sur C. Y, ça va être justement pas du tout forcément une variété projective lisse, un sous-ensemble algébrique fermé de codimension supérieure ou égale à C. Alors, je vais appeler peut-être I l'inclusion de Y dans X et J l'inclusion de complémentaire de Y dans X. Et le résultat, c'est que si je prends le noyau de l'application de restriction de la cohomologie de X vers la cohomologie de U, ceci est une sous-structure de Hodge de HK de XQ qui est comme structure de Hodge de coniveau au moins égal à C. Alors, je vais expliquer comment ça marche. Encore une fois, c'est très formel. Ça utilise les propriétés de fonctionnalité des morphismes de structure de Hodge mixte que j'ai déjà mentionné. Bon, donc, si j'appelle L ce sous-espace vectoriel, ce que dit l'énoncé, c'est que bon, L est une sous-structure de Hodge. Ça nous dit que quand on prend le complexifié, ça a une décomposition de Hodge induite. Donc avec LPQ égale LC intersecté avec HPQ de X. Et le fait que ça soit de coniveau supérieur ou égal à C, ça nous dit exactement que le LPQ égale 0 si P inférieur à C ou Q inférieur à C. Alors, la démonstration. Eh bien, il y a deux étapes. L'une est purement topologique et l'autre fait intervenir, au contraire, notre vraie situation avec toute la structure qu'on a, la structure de décomposition de Hodge, structure de Hodge mixte. Donc, d'abord, la remarque, c'est que ça, c'est une généralité qui va, de topologie algébrique qui va supposer très peu de choses sur Y.
Oui, je voudrais revenir sur le fait que toute la difficulté de cet énoncé est contenue dans le fait que le Y n'est pas lisse, a priori. Donc, si le Y était lisse, ça serait, ça irait beaucoup plus vite. Alors, la première étape consiste à dire que KRJ étoile, c'est la même chose que l'image alors de ce que je vais appeler, alors ici je dois mettre dualité de Poincaré, composée avec I étoile. Alors ça va de, je vais appeler N la dimension de X. Et donc ce I étoile, ça va de H2n-K de YZ vers, donc ça c'est le morphisme I étoile en homologie. Et puis après, je vais appliquer la dualité de Poincaré sur X, qui est une variété projective. Et vous voyez, je ne peux pas faire ça pour Y, qui au départ est quelque chose de singulier. Alors, pourquoi c'est vrai ça? C'est simplement parce que vous avez... vous regardez la suite exacte de cohomologie relative. HK de X, Q, HK de X moins Y, Q. Le noyau, c'est la cohomologie HK de X, X moins Y, Q. Donc tout notre problème, c'est de comprendre ce qu'il y a là-dedans. En fait. Alors maintenant, en fait, ce qu'on veut montrer, c'est que ça... là, à vrai dire, je peux aussi bien... oui, là, je suis passé à coefficient entier parce qu'il est vrai que cet énoncé-là est vrai à coefficient entier. Donc là, c'est pareil, j'aurais pu mettre aussi bien des coefficients entiers. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est pourquoi ça, c'est la même chose que ça. Et ça, c'est dû à une version de la dualité de Poincaré. Alors essentiellement, ce qu'il faut faire, c'est que on va prendre un voisinage de Y, qui est une sorte de voisinage tubulaire, qui a la propriété que le delta T epsilon Y est lisse. Alors ce que j'appelle un voisinage tubulaire, c'est que je veux que T epsilon Y se rétracte. Donc, sur Y, c'est-à-dire que comme ça, dans X, donc le Y est un rétract par déformation de ce T epsilon Y, et puis je veux que finalement ce machin-là, ça soit une variété à bord. Donc on va dire, il faut montrer quelque chose, mais pour vous fixer une idée, j'ai mon Y qui est comme ça, et bien mon T epsilon Y qui va être comme ça. Et puis ici, je dois ajouter quelque chose là. Et donc j'ai mon T epsilon Y qui est comme ça. Et ce que je veux aussi, ça c'est un peu les propriétés générales des voisinages tubulaires, c'est que le T epsilon Y moins Y se rétracte continuellement sur son bord. Voilà, donc bon là c'est un peu clair. Je pense que le dessin illustre ce que je veux. Et alors, une fois qu'on a présenté les choses comme ça, eh bien, par excision, la cohomologie relative comme ça, en fait, c'est la même chose que je supprime tout ce qui est en dehors de T epsilon Y. Et donc, c'est la même chose que HK de T epsilon Y. Et puis ici, je vais mettre T epsilon Y moins Y. Mais en fait, ce truc-là se rétracte sur le bord, donc ça devient la cohomologie relative d'une variété. C'est important, si on veut appliquer la dualité de Poincaré, il faut quand même un minimum de licité. Là, on a une variété à bord, T epsilon Y.
Et donc on a la cohomologie relative à son bord, puisque ça se rétracte sur le bord. Et maintenant, il y a une version de la dualité de Poincaré qui est vraie pour les variétés orientées à bord et qui nous dit que ça, c'est la même chose que H2n-K. Alors, il faut mettre T epsilon y, a priori. Mais comme le T epsilon y se rétracte sur y, c'est la même chose que H2n-K de YZ. Et c'est pour ça que ce que j'ai ici, en fait, je peux le remplacer par le... comme ça. Et donc, ça vous montre cette première étape. Alors là, vous voyez, j'ai vraiment utilisé très peu de choses, sauf peut-être l'histoire de l'existence de ces voisinages tubulaires pour lesquels il faut savoir que les sous-ensembles analytiques sont quand même pas trop moches. Voilà, donc alors maintenant, donc on va passer à la deuxième étape. Eh bien, alors maintenant, on va supposer quand même que la dimension des Y est exactement n-c. Bon, s'il y a des composantes qui sont de dimension plus petite, on peut toujours les agrandir, ça ne va pas changer grand-chose. D'accord ? Donc à ce moment-là, on va prendre Y' vers Y, donc une désingularisation. Ça. Là, c'est contenu dans X, et donc on va appeler I' l'inclusion de Y' dans X. Alors, et maintenant, proposition, alors on ne fait que cueillir les fruits de ce qui a été fait avant, à savoir ces résultats fondamentaux de deux lignes sur non seulement l'existence des structures de Hodge mixtes, mais le fait que les morphismes de structures de Hodge mixtes sont stricts. Proposition, l'image de... Alors, donc, l'application I étoile de H2n-K de YQ vers H2n-K de XQ est égale à l'image, maintenant, de la même chose, mais je remplace Y par Y'. Voilà. Bon, ça, c'est ce que je considère comme vraiment les contributions absolument fondamentales de Ligne au sujet, parce que ça nous dit quand même quelque chose de tout à fait remarquable et qui est complètement au-delà de la topologie. Vous voyez, là, dans ce cas-là, si j'ai un Y qui est comme ça, il y a certainement de l'homologie de Y qui ne vient pas de sa désingularisation. Dans ce cas-là, la désingularisation, elle va être comme ça. Ici, j'ai par exemple un lacet qui ne va certainement pas venir d'en haut. Mais ce que dit de Ligne, c'est que quand on regarde l'image de l'homologie qui est supportée là-dessus, eh bien, ces lacets supplémentaires créés par les singularités, on ne les voit pas. Ça, c'est quand même assez fantastique. Même si la démonstration, en un certain sens, c'est un peu décevant, parce que c'est l'algèbre, ces arguments d'algèbre. Donc, très chers à de Ligne, qui sont finalement d'une efficacité extraordinaire. Alors, donc, démonstration. Eh bien, le point important, alors, il existe des structures de Hodge mixtes fonctorielles sur ces deux espaces. Alors, fonctoriel, ça veut dire que le morphisme I étoile ici est fonctoriel est un morphisme de structure de Hodge mixte. Donc, ça veut dire que le I étoile est un morphisme de structure de Hodge mixte. Et
Maintenant, ce qui est important, ce sont les poids. Alors, ici, c'est une variété projective lisse. Alors, bon, comme je ne sais pas si en homologie, c'est mieux de mettre des poids négatifs. Ça n'est pas très, très important. Donc, on va mettre ici poids moins 2n-4. Cette torture ne va pas durer très longtemps. On va repasser en homologie dès qu'on pourra avec un morphisme d'unité de point carré. Donc, là, celle-ci, elle est pure. 2 poids moins 2n-4. Et là, les poids, alors celle-ci, elle n'est pas pure, parce que c'est une variété lisse, mais les poids sont, alors il y a le plus petit poids, c'est moins 2n-1, et puis après, les poids supérieurs à moins 2n-4. Et en plus, il y a, ça je l'avais pratiquement démontré dans la construction de structure de Hodge-Mix sur la... Bon, enfin, j'avoue que je n'ai pas été très très loin dans la construction, mais enfin, dans le théorème d'existence, il y a aussi la description de la partie de plus petit poids. Et ça nous dit que si vous prenez W moins 2n-1 du H 2n-1 de YQ, c'est-à-dire le sous-espace de plus petit poids, eh bien, c'est la même chose que l'homologie qui vient de Y'. Donc, c'est l'image de taux étoile. De H2n-1 de Y'Q vers H2n-1 de Y'. Alors là, j'insiste sur le fait que cet énoncé est vrai à coefficient dans Q, mais pas à coefficient dans Z. Ça, c'est très... Enfin, on va dire, je ne sais pas si c'est énoncé à grand sens à coefficient dans Z. C'est plutôt la suite qui va venir. Enfin, je veux dire, c'est plutôt cet énoncé-là pour lequel j'ai besoin de passer à coefficient dans Q, parce que c'est... Et donc, la fin, c'est donc le rappel, les morphismes. Alors, j'aimerais bien donner ce nom à ce théorème, mais je n'ai pas trouvé de substantif qui va avec strict. En anglais, c'est strictness. Je me suis demandé si je pouvais introduire strictitude, mais ça me paraît affreux. Donc, on va juste rappeler l'énoncé. Donc, les morphismes de structure de Hodge-Mix sont stricts pour les deux filtrations, mais ce qui m'intéresse, c'est la filtration par le poids. Et donc, ça nous dit que dans ce cas-là, eh bien, on regarde oui, c'est ça. On a ce I étoile de 1 2n-1 de YQ vers H 2n-K de XQ. Alors, comme ici, on a une structure de Hodge mixte pure, de poids moins 2n-K, je trouve que IM I étoile, c'est la même chose que IM I étoile intersecté avec W moins 2n-K, puisque c'est tout. Et du coup, ce que dit cet énoncé de strictitude, c'est que c'est I étoile de W moins 2n-K. H 2n-K de YQ. Or, ça, c'est décrit ici. Le W moins 2n-K, c'est ce qui vient de Y'. Donc, c'est IM I étoile rond taux étoile, qui est la même chose que IM I' étoile. De H 2n-K de Y'Q vers H 2n-K de XQ. Alors maintenant, c'est fini parce que la variété Y' est lisse.
lisse, projective, de dimension n-c. Donc on peut lui appliquer la dualité de Poincaré, et on retrouve la définition du morphisme de Gysin maintenant en cohomologie. Et donc là, j'ai dualité de Poincaré HK de XQ. Et là, la dualité de Poincaré pour Y', elle va vers dans HK-2C, parce que la dimension, c'est n-c. Voilà. Et ici, ce que je trouve, c'est le morphisme de Gysin en cohomologie. Mais maintenant, le morphisme que j'ai ici, c'est un morphisme de structure de Hodge. Donc, qui change les bidegrés, donc bidegrés CC. Et donc voilà, notre énoncé est démontré, puisque on trouve que notre L, qui était notre noyau, c'est l'image d'un morphisme de structure de Hodge, donc c'est certainement une sous-structure de Hodge. Et comme ce morphisme de structure de Hodge pousse d'un bidegré CC, je trouve que LPQ égale 0 pour P inférieur à C ou Q inférieur à C. Ça revient à dire que la structure de Hodge que j'ai sur la cohomologie de Y' est effective. Voilà, bon, donc encore une démonstration sur laquelle j'ai passé du temps parce que c'est histoire de mettre en valeur cet outil créé par deux lignes avec toute sa puissance. Maintenant, la suite, c'est l'énoncé de la conjecture de Hodge généralisée. Alors, je vais peut-être suivre les initiales anglaises. Donc, c'est Generalized Hodge Conjecture ou bien Grothendieck Hodge Conjecture, pas très clair. Mais enfin, le fait est que ça donne ça. Donc, c'est essentiellement la réciproque à ce théorème que je viens de montrer. Donc, ça dit la chose suivante. Soit X, une variété projective lisse, et L, donc une sous-structure de Hodge de coniveau C. Alors, il existe un sous-ensemble algébrique fermé de codimension au moins C, tel que L est inclus dans le noyau donc, de l'application de restriction. Donc, parfois, on dit que L est supporté sur Y, ou encore contenu dans le noyau de J étoile, HK de XQ, et HK de X.Y. Q. Alors, souvent, les gens demandent si on ne peut pas demander que ce soit exactement égal. Et en fait, non, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. En fait, la conjecture de Hodge est un cas particulier. Donc, c'est le cas où on regarde la cohomologie de degré 2L et on prend pour C égale L. Alors, dans ce cas-là, si vous vous donnez L contenu dans H2L de XQ, donc une sous-structure de Hodge
de coniveau L. Un coniveau L, ça veut dire que tous les termes HPQ avec P strictement plus petit que L ou Q strictement plus petit que L sont nuls. Donc ça veut dire qu'il ne reste plus que du HLL. Ça nous dit exactement que L, LC, c'est LLL. Du coup, notre L est engendré par des classes de Hodge. Et inversement, toute classe de Hodge, donc si vous prenez Q alpha, le Q espace vectoriel engendré par une classe de Hodge, c'est une sous-structure de coniveau L. Et donc, ce que nous dit la conjecture de Hodge généralisée dans ce cas, voilà ce que nous prédit dans ce cas que L, donc il existe un Y contenu dans X de codimension supérieure ou égale à L, tel que L restreinte à X moins Y s'annule, ou encore tel que, comme je l'ai expliqué, L est contenu dans le sous-espace vectoriel engendré. Bon, dans ce cas-là, vous regardez ce qui se passe. Ici, on trouve K égale 2L et ici, en fait, on trouve 0. Donc, en fait, L est inclus dans le sous-espace engendré par des composantes irréductibles. Le Y, qui correspond exactement à... Ici, bon, le Y', ses composantes irréductibles connexes sont en bijection avec les composantes irréductibles de Y. Et donc, on trouve l'image de I' étoile de H0 de ceci, donc les composantes. C'est une manière de définir l'application classe de cycle. Et donc, vous voyez que ça, c'est exactement... si j'applique ça, par exemple, à cette classe-là, eh bien, ce que prédit la conjecture de Hodge généralisée, c'est que cette classe-là est algébrique. Mais vous voyez, ici, cet exemple montre clairement qu'on ne peut pas demander que ce soit exactement égal, simplement parce que si je prends ici alpha, une classe algébrique mais pas effective, eh bien, je ne peux pas avoir, si je prends L égale Q alpha, eh bien, on ne peut pas trouver un Y, tel que L, ce soit exactement la cohomologie supportée sur Y. Parce que cette cohomologie, eh bien, elle est engendrée par les classes des composantes irréductibles de Y. S'il n'y en a qu'une, ça me dit que ma classe alpha est effective. Et donc, voilà, donc ça vous donne cette implication. Enfin, je veux dire, ça vous donne la relation entre la conjecture de Hodge généralisée et la conjecture de Hodge. On peut se demander jusqu'à quel point la conjecture de Hodge est beaucoup plus difficile. Qu'est-ce que si on peut plus ou moins déduire la conjecture de Hodge généralisée de la conjecture de Hodge. Et oui, j'aimerais bien dire quelque chose dans ce sens. Alors peut-être qu'on va garder ça... Oui, on va garder ça momentanément. Alors, donc là, la question, c'est jusqu'à quel point la conjecture de Hodge est un gros morceau de la conjecture de Hodge généralisée. Et ça, c'est un problème intéressant.
voudrais énoncer séparément ce que j'ai appelé les conjectures de réalisation. Ça va être la chose suivante. Je me donne un L dans... Encore une fois, X va être lisse et projective. Et L va être une sous-structure de Hodge de coniveau. Maintenant, C. Alors, j'ai expliqué qu'une manière équivalente de formuler ça, c'est de dire que le L de C est une structure de Hodge effective. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des LPQ avec des PQ négatifs là-dedans. Donc, c'est une structure de Hodge effective de poids K moins 2C. Et la conjecture de réalisation, c'est ça. Il existe un Y, qui est une variété projective lisse quelque part, tel que L de C peut se réaliser comme une sous-structure de Hodge de la cohomologie de Y. Alors, pourquoi c'est un problème difficile? Bon, j'ai très peu parlé dans ce cours, mais ça aurait été vraiment tout un autre sujet. Il n'y a pas de condition. Le Y, c'est n'importe quoi. Bon, je veux simplement pouvoir réaliser cette structure de Hodge comme étant un contenu dans la cohomologie d'une variété projective lisse. Bon, je n'aurais peut-être pas dû l'appeler Y, ça fait un peu de confusion avec le Y qui est apparu jusqu'ici, mais vous allez voir tout de suite oui, bon, je n'aurais pas dû l'appeler Y, je reconnais. Bon, pourquoi c'est un problème difficile? En fait, bon, j'ai un petit peu parlé de ce théorème de transversalité de Griffith qui régit les variations de structure de Hodge venant de la géométrie. C'est vrai en keulérien, c'est vrai en algébrique. Et ce théorème, il a pour conséquence fondamentale que si vous prenez une structure de Hodge générale, elle ne vient pas de la géométrie. C'est-à-dire, ce n'est pas la structure de Hodge ou même un morceau de la structure de Hodge d'une variété algébrique. Pourquoi? Parce qu'une manière de le dire, enfin, l'énoncé de transversalité de Griffith est plus précis, ça revient dans la plupart des cas, avec deux exceptions qui ont été expliquées par Abdulaza dans son cours, c'est le cas des variétés abéliennes et structure de Hodge de type K3. La plupart du temps, ce que dit la transversalité de Griffith, c'est que l'application des périodes a une différentielle qui n'est pas surjective, parce que la différentielle est restreinte à avoir son image contenue dans une certaine distribution qu'on appelle la distribution horizontale sur le domaine des périodes. Et du fait que la différentielle n'est pas surjective, eh bien, le théorème du type Sard nous dit que plus le fait qu'il n'y a qu'un ensemble dénombrable de familles de variétés algébriques auxquelles appliquer une application des périodes, ça nous dit que les structures de Hodge qui viennent vraiment de la géométrie algébrique, eh bien, ça ne formera jamais qu'une union dénombrable de sous-machins dans les domaines de période. Et vous avez beau ajouter des conditions, polariser, restreindre les groupes de même fortet, comme a même mentionné Klingler, ça ne changera rien au problème tant que les conditions de transversalité sont restrictives. Eh bien, on a cette conclusion désastreuse qu'on ne sait pas finalement interpréter une structure de Hodge en général. Et alors là, la situation est ambiguë, parce que je pars d'une structure de Hodge, qui est ma structure de Hodge, elle est quand même d'origine géométrique, au sens où c'est un facteur direct dans la cohomologie d'une variété algébrique, ce qui n'est pas si mal que ça. Mais je lui applique cette opération de changer son bidegré, ce qui est rendu possible du fait qu'elle est de coniveau au C. Et la question, c'est de savoir si on peut encore la réaliser comme contenu dans la cohomologie d'une variété. Enfin, en fait, on va voir tout de suite que un contenu, c'est la même chose que facteur direct. La cohomologie d'une variété algébrique. Et là, vous voyez, c'est une situation intermédiaire où
en tant que structure de Hodge, ce truc-là, on peut raisonnablement considérer que ça vient de la géométrie algébrique. Mais quelque part, on a effectué cette opération formelle et après, bon, alors ce que je voudrais expliquer maintenant, c'est ça. Ça n'a rien de difficile. Donc, la proposition ou lemme, c'est que la conjecture de Hodge, en fait, c'est équivalent à la conjecture de Hodge plus la conjecture de réalisation. Pardon. Alors, bon, allons-y. Alors, peut-être garder ça momentanément. Alors, pourquoi c'est vrai? Bon, donc on a déjà vu que la conjecture de Hodge généralisée entraîne la conjecture de Hodge, c'est un cas particulier. Donc, voyons que la conjecture de Hodge généralisée entraîne la conjecture de réalisation. Bien, donc, je me place dans cette situation-là. Au départ, je suis exactement en position d'appliquer la conjecture de Hodge généralisée. Donc, H de XQ, je suppose que L de C est effective. Bon, je veux produire un Y tel que L de C se réalise comme étant une sous-structure de Hodge de la cohomologie de Y, de degré K-2C. Mais c'est la conjecture de Hodge généralisée qui va faire ça pour moi, parce que la conjecture de Hodge généralisée plus le petit bout de démonstration que j'ai fait me dit qu'il existe un Y' comme ça vers X, et là le Y' est de dimension, là pour le coup le Y' a une dimension fixée, n-c, avec n égale image, L est contenu dans l'image de... Alors, on va mettre I' ici, ce I' étoile de la cohomologie de Y' que vers la cohomologie de X. Mais ça me dit en particulier que L de C est un sous-quotient. Comme structure de Hodge, un quotient, c'est un quotient d'un sous-machin, ou bien un sous-machin d'un quotient, un sous-quotient de la cohomologie de... Là, vous voyez, c'est ce I' étoile qui m'a permis géométriquement d'effectuer cette torsion à la tête qui me donne le L de C. Mais maintenant, la semi-simplicité... semi-simplicité, il ne faut pas oublier qu'on est en géométrie algébrique, donc les structures de Hodge sont polarisées et la catégorie est semi-simple. Et j'en ai déduit qu'il existe donc une sous-structure de Hodge L' dans HK-2C de Y', qui est isomorphe à L de C. Et donc on a la réalisation dans la cohomologie de ce Y'. Et dans l'autre sens, alors dans l'autre sens, maintenant, on suppose conjecture de Hodge plus conjecture de réalisation et on veut conclure à ça. Alors, encore une fois, je n'aurais pas dû appeler ce Y, mais tant pis, c'est trop tard. Donc, on a notre X et on a notre L qui est contenu dans HK de XQ. Donc, L est une sous-structure de Hodge de coniveau C. Donc, ce que nous dit la conjecture de réalisation
c'est qu'il existe un Y qui est lisse et projectif. Donc, disons, tel que le L de C, donc la structure de Hodge décalée, soit une sous-structure de Hodge de HK-2C de YQ. Et à ce moment-là, là encore une fois, il faut utiliser la semi-simplicité ici des structures de Hodge polarisées. Ça va me garantir qu'il existe un morphisme de structures de Hodge que je vais appeler alpha, donc, qui va envoyer HK-2C de YQ. Alors d'abord, je vais prendre, ça c'est là qu'intervient la semi-simplicité, je vais prendre un projecteur sur ce L de C. Et la semi-simplicité, elle me dit que ce machin-là, comme structure de Hodge, c'est en facteur direct, donc j'ai un projecteur qui est un morphisme de structure de Hodge. Donc là, je fais L de C. Là, j'ai mon isomorphisme de torsion à la tête, comme ça. Et là, donc j'ai mon morphisme de structure de Hodge qui est là. Et bien entendu, par définition, il est d'image L. Et c'est là que maintenant que la conjecture de Hodge intervient. Alors, la conjecture de Hodge, elle intervient pour dire quelque chose sur ce alpha. Ce alpha, c'est un morphisme de structure de Hodge. Donc, je peux voir aussi alpha comme me donnant une classe de Hodge. Alors, de degré quoi? De degré 2m moins 2c, je pense. De y croix x q. Depuis le début, j'ai utilisé cette correspondance entre morphisme de structure de Hodge et classe de Hodge sur le produit. Et ici, le m, c'est la dimension de y. Tel que, oui, donc, j'identifie ce morphisme à une classe de Hodge comme ça. Alors, la conjecture de Hodge me dit que alpha est la classe d'un cycle, donc un sigma de alpha i zi, où les zi sont des sous-variétés placées sur des nombres rationnels, et là, les zi, ce sont des sous-variétés. Sous-variétés, mais de dimension, est-ce que j'ai dit une bêtise? Je pense que celle-là, c'est plus. Si je veux passer de HK-2C, donc le degré va augmenter de 2C. Donc c'est une variété de codimension M plus C, et donc de dimension, maintenant N moins C dans le produit. Mais alors du coup, je pose soit... donc, alors ça me dit que mon morphisme de structure de Hodge, le alpha que j'ai là-bas, c'est sigma de alpha i zi étoile. Et si je pose W égale union sur I des secondes projections de ces variétés ZI. Ces variétés ZI, PR2, elles sont de dimension n-c, donc leurs projections PR2 de ZI sont de dimension n-c, et le W que j'ai dans X, il est de dimension inférieure ou égale à n-c. Et donc je vois clairement que im alpha, bien sûr, le im ZI étoile pour chaque i, il est certainement supporté sur PR2 de ZI, et donc globalement, c'est supporté sur W. Et donc im alpha est supporté sur W.
Et donc, et ça, c'est L. Et donc, le Y que j'avais initialement, il est devenu ce W qui apparaît ici. Voilà, donc là, je crois qu'on a assez bien fait le tour concernant le lien entre ces deux conjectures. Et maintenant, ce que je voudrais faire pour terminer, c'est vous parler de la notion de coniveau d'une variété algébrique et d'une notion qui va être très très importante dans la suite, qui est le lien entre ce coniveau géométrique, et la notion de décomposition de la diagonale. Donc, alors maintenant, ça va être plutôt la notion de coniveau géométrique. Sachant que au début, on est parti du coniveau de Hodge. C'est quelque chose de très agréable parce que ça se voit juste en regardant la structure de Hodge, quels sont les HPQ qui sont non triviaux. Mais la conjecture de Hodge généralisée nous dit que normalement, il y a une interprétation géométrique en termes de codimension. Et c'est ça que je vais appeler le coniveau géométrique. Donc, je vais juste vous donner les définitions. Et après, on va s'arrêter là. Donc, notre variété X, encore une fois, projective lisse sur C, est de coniveau maintenant géométrique au moins C. Si, eh bien, maintenant, je regarde toute la cohomologie de X et je demande que ça soit. Je vais mettre de côté la cohomologie algébrique. Pourquoi? Parce que la cohomologie algébrique, elle existe dans tous les degrés. Il y a toujours du H0 qui est de coniveau 0. Donc, si je veux vraiment avoir une notion intéressante de coniveau, il faut que je me débarrasse des classes algébriques. Donc, je mets d'abord la cohomologie algébrique ici. Et puis, je veux que le reste, le reste, je ne spécifie pas trop pour l'instant ce que j'appelle le reste, mais je veux que le reste, ça soit de la cohomologie qui est non seulement de coniveau de Hodge au moins C, mais de coniveau géométrique au moins C. Donc, plus. Donc, on va dire, on va mettre ici, on va mettre NC H étoile de XQ ou NC H étoile de XQ. Eh bien, c'est tout ce qui est supporté sur des variétés de codimension. Donc, c'est sigma sur tous les Y contenus dans X de codimension au moins C de Ker H étoile de XQ vers H étoile de X moins Y. Voilà, donc alors ça c'est ce qu'on appelle la filtration par le coniveau. Moi, je pense que j'y reviendrai la semaine prochaine parce que je veux parler un petit peu de l'aspect spectral de Bloch-Huggels. Et donc on a cette définition-là. Alors là maintenant on ne voit plus, dans cette définition il n'y a plus vraiment de théorie de Hodge, il y a juste on regarde une variété et ses sous-variétés. La théorie de Hodge, elle est là pour nous dire que, en supposant, si on a la conjecture de Hodge généralisée, alors cette notion X est de coniveau géométrique
supérieur ou égal à C, si et seulement si, eh bien, on a cette annulation de HPQ de x égale 0. Alors pour P différent de Q et P inférieur à Q, P inférieur à C ou Q inférieur à C. D'accord, bon, là, enfin, c'est très difficile. Enfin, là, il y a un petit détail concernant les degrés à vérifier, mais la conjecture de Hodge généralisée va nous dire que partant de là, on devrait avoir cette situation-là. Et oui, l'autre définition que je voudrais faire, est la suivante. X a une décomposition, alors je devrais dire cohomologique et rationnelle, parce qu'en fait cette notion prend des tas de formes, et en particulier on peut faire une décomposition dans le cadre Chow où elle est beaucoup plus précise, et on peut faire cette décomposition un coefficient entier où elle dit des tas de choses, en particulier intéressantes sur les questions de rationalité. Donc de la diagonale. Et maintenant, je demande en plus que ça soit en codimension C. Les décompositions de la diagonale qui ont été utilisées récemment, en particulier par moi-même et par des tas d'autres auteurs pour faire des progrès sur des problèmes de rationalité, correspondent à des décompositions de la diagonale à coefficient entier et en codimension 1. Alors, si quoi? Eh bien, donc on regarde la classe de cohomologie de la diagonale, qui est une classe dans H2n de x croix xq. Et on demande que ceci, ça soit une somme de deux classes de cycles. Donc ça, c'est une égalité dans H2n de x croix xq. N, c'est comme toujours sa dimension de x. Et ce qu'on veut, c'est que Z2 soit ce qu'on appelle un cycle décomposable. Alors, un cycle décomposable, la plupart des cycles ne sont pas décomposables. Un cycle décomposable, c'est un cycle qui s'écrit comme une somme de produits, avec des coefficients. Et Z1. Alors, ce qu'on demande sur Z1, c'est qu'il soit supporté sur W croix X avec W contenu dans X, donc fermé algébrique de codimension supérieure ou égale à C. Alors, bon, ça va être, c'est une notion absolument fondamentale. Alors, la première décomposition de la diagonale qui est apparue, a été introduite par Bloch et Srinivas. Elle concernait le cas de la codimension 1. Je reviendrai là-dessus la semaine prochaine. C'est ça qui leur a permis de redonner une démonstration conceptuelle superbe du théorème de Mumford, par exemple. Et donc, en fait, ils adoptent le point de vue de Chow. Enfin, moi, je vais parler de ça à partir de la semaine prochaine. Donc, le nom clé à mettre ici, c'est Bloch et Srinivas. Enfin, ce sont deux noms, Bloch et Srinivas. Et puis, donc il n'avait fait que le cas de codimension 1. Et puis après, donc, je pense qu'il faut mettre certainement Parent Japé. Et puis d'autres auteurs chez lesquels c'est un peu implicite. Peut-être Lewis, Latervere, peut-être Schoen. Ça, c'est donc ça, c'est... Bon, c'est surtout chez Parent Japé qu'on voit vraiment ce formalisme explicitement écrit. Et donc, je termine en disant simplement une chose qui est presque évidente, c'est que
décomposition de la diagonale en codimension C. Alors bon, là, j'ai laissé tomber ça, mais pour l'instant, vous gardez ça en tête. Eh bien, X est de coniveau géométrique supérieur ou égal à C. La raison étant très simple, je veux montrer que si j'ai cette décomposition-là, eh bien, je vais avoir une décomposition comme ça. Et ça, c'est très facile, c'est parce que... Donc maintenant, j'ai cette décomposition. Et comme je l'ai dit, les classes de cohomologie dans le produit, je les vois comme agissant sur la cohomologie. Donc je fais agir ces classes-là sur la cohomologie de X, et je trouve que... Donc alors là, je suppose que X a une décomposition cohomologique sur X, donc ça me donne cette décomposition-là. Je la fais agir sur toute classe de cohomologie de X, et je regarde comment ça agit. Ici, j'ai la diagonale qui agit comme l'identité, donc ça me donne alpha. Ensuite, j'ai mes deux classes, Z1 étoile alpha plus Z2 étoile alpha. Mais le cycle Z2, il est décomposable. Donc, c'est très facile de voir que le Z2 étoile alpha, c'est sigma, je l'ai écrit ici, c'est sigma de alpha ij ici je vais mettre classe WI, et là il y a un nombre qui va être de degré de alpha. Alors, c'est la forme somme sur X, il y a un coefficient qui apparaît, c'est le nombre d'intersections de la classe alpha avec la classe WJ. Donc alpha. Voilà, et donc ça me dit que Z2 étoile alpha, c'est une combinaison de classes de cycle. Et d'autre part, alors donc ça c'est une combinaison, donc ça appartient certainement à H étoile de X Q alg à cause de cette formule. Et par contre, le Z1 étoile alpha, ben, c'est certainement supporté sur W. Puisque le Z1 est supporté sur W croix X. Donc, donc cette partie-là, elle est contenue dans NC. Puisque mon W est de codimension en moins C. Voilà. Donc, à partir de la semaine prochaine, bon, alors je voulais consacrer un peu de temps à expliquer de très très belles idées dues à Bloch et Auguste sur la suite spectrale du coniveau, enfin, qu'on appelle parfois la suite spectrale de Bloch-Auguste. Et puis après, eh bien, je vais vous continuer à développer ces idées de décomposition de la diagonale dans divers contextes, plus au niveau des cycles algébriques, et vous expliquer un petit peu, motiver les conjectures ce qu'on appelle la conjecture de Bloch généralisée, qui est la forme la plus concrète des conjectures de Bloch-Gainson. Et puis je parlerai de ce que je sais faire dans le cas des hypersurfaces sur ces conjectures. Donc, ça sera pour les deux dernières séances, c'est-à-dire la fin du cours. Voilà.